Je me suis dit, ah bah, je vais découvrir Taïwan. Une escale de 10 ans, du coup. J'étais allée quelques jours au début. C'est un petit pays avec une concentration d'ingénieurs, mais oh là là. On voulait parler de Taïwan, déjà parce que c'est un pays incroyable et qu'on y mange très très bien, mais surtout parce qu'on avait la chance d'avoir une témoin privilégiée, quand même, ce que tu as vécu à Taïwan. Pour les personnes qui s'en rendaient peut-être pas compte, on connaît le Made in Taiwan qu'on a vu sur beaucoup de produits depuis qu'on est enfant. Mais est-ce que vous connaissez le genre de marque que je vais vous montrer à l'écran et vous allez dire, ah oui, je connais cette marque, des petites PME, comme Asus, des petites entreprises indées, je crois, on va aller voir du MSI, il y a Acer aussi, je pense. Et puis évidemment, ce petit acronyme, TSMC, voilà, qui peut-être grave pour le monde entier, tous les semi-conducteurs et toutes les puces. Taïwan, du coup, je pense que quand j'ai parlé avec toi de cette chronique, j'en ai parlé avec des gens autour de moi, et je pense que tout le monde connaît le nom de Taïwan, et personne ne connaît le pays, que ce soit son histoire, son emplacement, ses spécificités. Pourquoi, en fait, Taïwan est tellement au centre de tant d'enjeux actuellement, et tellement, j'ai envie de dire, dans la vibe. Déjà, pour toi, tu es allé à Taïwan il y a combien de temps? Enfin, tu t'es installé à Taïwan il y a combien de temps? Ça fait à peu près 10 ans, mais au début, en fait, j'étais 3 mois par-ci, 3 mois par-là. Ouais. Je revenais en France, j'allais en Chine, j'allais un peu partout. Et j'ai découvert Taïwan un peu par hasard, parce qu'à une époque, je voulais aller au Japon, je crois. Et j'avais droit à une escale Hong Kong, Taïwan, Hong Kong, Taipei. Et je me suis dit, je vais découvrir. J'avais fait ça pour la Corée. Et puis je me suis dit, ah bah, je vais découvrir Taïwan. Une escale de 10 ans, du coup. J'étais allée quelques jours au début. Et j'étais allée déjà il y a très très longtemps avec mes parents, mais c'était un voyage familial, je ne découvrais pas grand-chose. Et ensuite, j'ai vu ça et puis je me suis dit, tiens, mais c'est pas mal ici, on ne connaît pas grand-chose. C'est un peu comme le Japon, c'est un peu comme la Chine, c'est un peu comme Hong Kong, mais c'est différent. J'ai eu une opportunité pour y aller et j'en ai profité pour aller à l'université pour apprendre le chinois, parce que c'était un des trucs que je voulais faire depuis longtemps. Et depuis, en fait, c'est un pays que j'ai choisi et en fait, c'est là où je me sens vraiment bien. Comment le pays a pu se placer aussi bien et de manière aussi puissante sur l'industrie de la tech, donc les semi-conducteurs bien sûr, mais même sur plein de marques de la tech en fait? En fait, c'était dans les années 70, 80, dans ces eaux-là. Donc c'est là où Taïwan s'est placé justement sur les industries jouets, montres électroniques, ce genre de trucs, made in Taïwan, textile, tout ce genre de choses. Et en fait, ils se sont rendus compte que pour gagner plus d'argent, il fallait faire des produits un peu plus évolués. Et à ce moment-là, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont été encouragées par le gouvernement à se lancer dans des postes de radio, des postes de télé, ce genre de choses. Donc des produits en fait de consommation courante pour la maison. Et donc à ce moment-là, le gouvernement s'est dit, on va faire ça. Mais on ne peut pas faire ça comme ça. Il faut des gens, il faut des infrastructures, il faut des usines, le savoir-faire. Oui, parce que les équipements complexe quand même. Voilà, donc tu ne peux pas te dire on se lance dans ça et puis du jour au lendemain il y a quelque chose qui se passe. Et ce qu'ils ont fait, c'est que le gouvernement a vu comment ils pouvaient organiser ça. Ils ont fait des gros centres de recherche, ils ont mis en place des choses comme ça, ils ont obligé les entreprises à collaborer entre elles. Et ensuite, ils ont encouragé aussi beaucoup d'ingénieurs ou de gens qui étaient sur place, qui étaient éduqués, à aller étudier aux États-Unis notamment, pour pouvoir amener le savoir-faire. Donc c'est vraiment un truc sur le long terme qui s'est passé. Ils ont donc collaboré beaucoup avec d'entreprises occidentales. D'abord, je crois qu'il y a eu Philips qui a installé des usines à Taïwan. Et donc, ils ont commencé à voir que, il y avait un bon filon ici. Et ensuite, ils ont envoyé des gens qui travaillaient notamment chez Texas Instruments. Et à ce moment-là, il y avait aussi, c'est tombé un moment où il y avait une espèce de crise aux États-Unis. Et il y avait plusieurs entreprises américaines qui cherchaient à faire un peu d'argent. Et donc, il y en a une d'entre elles, je ne me rappelle plus laquelle, qui a bien voulu en fait vendre la technologie des semi-conducteurs. Donc, c'était les premiers semi-conducteurs il y a très, très longtemps, aux Taïwanais. Mais là, ce n'était pas vendre à une entreprise taïwanaise, c'était vendre au gouvernement qui allait ensuite dispatcher le savoir-faire à plusieurs entreprises. C'est une initiative vraiment qui est nationale et gouvernementale. C'est une vraie politique industrielle. Voilà. En fait, quand on voit comment ils ont fait ça,
c'est vraiment c'est cadré, c'est organisé. C'est pas juste, allez, on met un peu d'argent là et puis on espère que le reste va suivre. On met ça, on se rend compte qu'il y a un endroit où ça coince, on va pousser là. Donc il fallait le savoir-faire. Donc ils ont fait en sorte que des gens puissent aller apprendre. Ils ont fait en sorte que les Américains qui transmettent le savoir-faire le fassent réellement bien, pas juste on vous donne quelques plans et puis vous vous débrouillez. Vous allez faire des stages ici, vous allez revenir là, et puis ensuite il y avait les infrastructures. Il fallait ensuite former les gens pour pouvoir travailler dedans. Donc ils ont fait des universités pour pouvoir former la main-d'œuvre pour pouvoir travailler sur ça. Et en fait, depuis les années 70-80, donc ils ont avancé petit à petit. Ils passaient des postes de télé à d'autres choses. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui coinçait, ils voulaient voir là où, comment ils pouvaient résoudre le problème. Et là où ça coinçait, ils se sont rendus compte que c'était au niveau de la fabrication des semi-conducteurs. Et c'est là où Taïwan est rentré dedans, parce qu'à la base, ils voulaient faire des télés, ils voulaient faire des radios, ils voulaient faire des choses comme ça. Et c'était là où il y avait un goulet d'étranglement. Ils ont monté en amont de la chaîne, et en même temps, ils ont aussi d'autres petites entreprises. Et c'est là la force de la façon taïwanaise, c'est de faire des clusters de petites entreprises, des PME. Donc là, on connaît TSMC, on connaît Asus, mais les gens qui fournissent ces entreprises, c'est des petites PME. Donc là, en fait, ce qu'on peut voir sur ça, c'est un peu l'écosystème de la fabrication des semi-conducteurs. Donc là, on parle des puces. Donc on connaît TSMC, donc Taiwan Semiconductor Company. On ne peut pas faire plus générique comme nom. C'est pas bon. Ils disent les termes. Et donc tout en dessous, on a UMC. Donc c'est aussi un autre fondeur qui est beaucoup moins connu. Les autres, donc Texas Instruments américain, SMIC c'est chinois, Global Foundry c'est aux États-Unis. C'était très lié à AMD, mais c'était un peu avant. Et ensuite, on a, donc ça, ce sont ce qu'on appelle les fabricants de semi-conducteurs en tant que tels. Donc, ils ne vont pas faire normalement des produits. Et c'est ça qui fait que les autres entreprises ont plutôt confiance pour fournir leur design et leurs produits, parce qu'ils savent que, en gros, TSMC ne va pas construire un truc qui va les concurrencer. Ce qui n'est, dans le cas de Intel et de Samsung, qui sont aussi des fondeurs, mais ils ont aussi leur marque. Et si vous confiez vos designs à Samsung, si vous confiez vos designs à Intel, vous êtes un peu moins assuré de la confidentialité de vos designs. C'est vraiment la clé du succès du business des semi-conducteurs à Taïwan. Parce que si vous partez sur, donc tout à droite, ici, vous avez Nvidia, Qualcomm, Apple, Broadcom, AMD. Donc ça, c'est les marques qu'on connaît. Donc quand Nvidia sort un truc, oh, mais c'est génial, mais en fait, ils bossent avec TSMC. Ils bossent avec des ingés de TSMC, mais eux, ils font les designs des puces. C'est ce qu'on appelle maintenant les fabless. Voilà. On design, on commercialise, mais on ne fabrique rien. Exactement. Et c'est ça qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'investir les sommes faramineuses qu'il faut pour avoir des fonderies en 5 nanomètres, 3 nanomètres, etc. J'ai essayé de trouver des graphiques et tout qui soient assez simples à comprendre, mais on va pas passer, on va pas regarder les chiffres en détail. C'est juste pour que vous ayez une idée des investissements qu'il faut. Donc TSMC a fait des investissements depuis hyper longtemps. Donc ils sont là depuis les années 80. D'accord. Donc vous voyez, donc là par année, donc les barres que vous voyez, c'est le niveau d'investissement en milliards qu'ils ont fait par année. Et la courbe verte, là, c'est le total de ce qu'ils ont fait comme investissement au total. Donc ça se compte en milliards. Donc ça, c'est des investissements, c'est au niveau des États. Et même si un État, aujourd'hui, veuille se lancer sur le marché des semi-conducteurs, ça ne va pas être facile. Oui, on avait vu, je n'ai pas les chiffres exacts, mais effectivement, on avait comparé il y a 2 ans les États-Unis et l'Europe qui a dit qu'il faut qu'on redevienne puissant là-dessus, parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans la ruée vers l'or, vers la tech, les vendeurs de pelles, c'est les gens qui gravent aujourd'hui. Et effectivement, l'Europe avait annoncé un programme qui, pour toute l'Europe, c'était l'équivalent de 2 trimestres de TSMC. C'était juste, c'est ça. C'était genre 20 milliards pour toute l'Europe face à 100 milliards pour TSMC, qui est une compagnie de Taïwan. Donc c'est des sommes complètement délirantes. Et donc, si un pays, une entreprise veut se lancer, faut s'accrocher. Et en plus, ils ne peuvent pas se permettre d'investir dans des technologies qui existent déjà, parce que faire ça, il faut des années. Donc il faut qu'ils prévoient quelque chose. Donc si un État veut investir là, il faut qu'ils investissent dans du 2 nanomètres, 1 nanomètre. Oui, puis ça va prendre des années, voire des décennies, pour ne serait-ce qu'à un moment atteindre le niveau Taïwan. Et il faut qu'ils aient les gens pour le faire, les infrastructures, les équipements. Et ça, c'est pas facile, parce que là, si on revient sur la slide numéro 1... Elle est en train de tester le slide numéro 1, voilà. C'est bien, super. Donc là, vous voyez tout à gauche, il y a des noms qu'on connaît, donc ASML, par exemple, qui est le plus connu, européenne, néerlandaise.
et qui fournit notamment des machines à ultraviolettes pour pouvoir faire les semi-conducteurs avec des microgravures et tout. Donc, par exemple, ceux-là, eux, ils fournissent TSMC, mais aussi les autres entreprises. Mais eux aussi, ils font une machine. Je ne sais pas quelle est leur cadence, mais ils fournissent pas beaucoup. Et alors, déjà, ils sont en rupture. Ils sont déjà en rupture. C'est des années d'attente pour une machine d'ASML et c'est plusieurs dizaines ou centaines de millions de dollars pour une machine. Ouais. C'est un délire. Alors eux, c'est les vendeurs de pioches, des vendeurs de pioches. Voilà, c'est ça. Et ASML, Stonks, Max, ça se porte très très bien parce que c'est eux qui vendent la machine, notamment à TSMC et d'autres. Des machines d'une complexité inouïe. Donc on parlait des instituts de recherche. Donc ça, c'est l'ITRI. Industrial Technology Research Institute. Donc, je vous parlais des instituts du gouvernement. Donc, ça, c'en est un. Et eux, j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler avec eux. Parce qu'à une époque, j'emmenais des startups françaises à Taïwan pour pouvoir leur présenter des partenaires taïwanais. Et on passait beaucoup par l'IFRI. Parce qu'eux, ils ont justement beaucoup de départements dans plein de choses différentes. Donc, ça peut être des semi-conducteurs, ça peut être aussi du textile technique, ça peut être les lasers et puis les écrans et tout ça. Et eux, ils ont vraiment la mission de faire des recherches pour que les entreprises à Taïwan puissent en profiter. Ils déposent donc des brevets, ils regardent là où ça peut se travailler et ensuite ils voient avec les entreprises, les PME qui sont sur place, voir comment les améliorer. Donc il y a vraiment un côté travail en équipe dans ça. Et eux, ils sont situés notamment dans un des parcs technologiques. Et donc là, vous voyez, du nord au sud, il y a des parcs scientifiques. C'est là où il y a beaucoup d'entreprises tech qui se mettent ensemble et c'est sur des terrains qui sont plus ou moins sponsorisés par le gouvernement. Et ils ont en fait l'avantage de la proximité. Donc si une entreprise a besoin d'un truc, il va juste deux rues plus loin ou juste dans l'immeuble d'à côté, ils ont les interlocuteurs juste avec eux. Et donc chaque parc scientifique est spécialisé dans telle ou telle chose. Donc, par exemple, le plus connu, c'est celui qui est le plus proche de Taipei, qui est tout au nord, qui s'appelle Hsinchu. Ça commence par un H, Hsinchu. Et c'est là où notamment il y a l'ITRI et d'autres choses. Et TSMC, il y en a plusieurs des sites dans ces parcs. On a donc en fait un mélange qui fait que le pays est tourné vers la tech, l'éducation est tournée vers la tech, les entreprises aussi, et ce qui fait que le public, le grand public, est aussi très très ouvert à ça. C'est quelque chose qui fait partie de la culture. Est-ce que justement, on a vu que Taïwan a longtemps été, comme partie de l'Asie, le sous-traitant du monde. Ils ont produit en marque blanche, comme tu dis, TSMC pouvait bosser avec tout le monde parce qu'ils produisaient rien. Mais on a des marques de plus en plus connues taïwanaises, donc Asus, c'est énorme, bien sûr, Acer, MSI, etc. Est-ce qu'il y a une envie aussi de Taïwan aujourd'hui d'exister plus? Est-ce qu'on peut parler de fierté, mais de mettre en avant des marques taïwanaises, là où la réussite de Taïwan a été vraiment d'être des sous-traitants à la base? Alors là, tu touches à un nerf de la guerre. Parce que les Taïwanais sont très bons en fabrication, en sous-traitant, mais le marketing, c'est pas là où ils brillent le plus. D'accord. Par rapport à Apple, par rapport à Samsung, par exemple. Le meilleur, c'est quand même Asus. C'est un peu l'exception. Asus, il commence à gagner des galons en termes de réputation, de côté premium et tout. MSI, ils font encore des dragons sur leur clavier. Mais Ah non, ça c'est MSI. C'est MSI. Non, c'est MSI, ça. C'est MSI, Alors, on a parlé des grandes marques et en fait, Taïwan, c'est la marque blanche. Effectivement. Donc là, je vous ai sorti un truc qui date de quelques années, mais c'est toujours assez valable. On connaît donc Foxconn, qui travaille avec Apple notamment, mais les autres, on les connaît pas forcément. Et en fait, les autres, ils travaillent pour des marques d'ordinateurs portables. Donc là, c'est vraiment que sur les ordinateurs portables. Donc un ordinateur HP, Dell, Lenovo, donc Apple, bien sûr, Acer, Asus. Tout ça, en fait, ça vient des assembleurs et des entreprises qui proposent des designs à ces marques-là. Donc là où vous pensez que c'est un ordinateur fait par HP, en fait, vous allez voir, HP, c'est en fait fait par Quanta, Inventec et Compal. Ce sont toutes des entreprises taïwanaises qui sont énormes, totalement inconnues du public, mais vraiment inconnues. C'est des constructeurs d'ordinateurs portables. Donc, admettons, vous avez une entreprise, vous avez envie un jour de faire votre ordinateur portable avec votre marque. Vous faites votre projet, vous allez voir Compal et vous leur dites, voilà, je veux telle pièce de temps. Vous pouvez faire, c'est mon design, je vais avoir ça, ci, ça. Donc, ils vont faire un design pour vous, ils vont facturer le service. Ou alors, vous pouvez demander
quel design vous avez à la maison, là, comme ça je peux voir. Et puis, ah bah tiens, ça. Et ouais, celle-ci, là, ça m'intéresse. Voilà. Mais c'est exactement ça. Justement, là, on voit toutes les marques, encore une fois, qui passent par Taïwan. Mais il y a plein de marques, encore une fois, taïwanaises connues. Mais j'ai l'impression que c'est aussi un courant de beaucoup de pays d'Asie qui sont en mode on a fait pour les autres, et notamment beaucoup pour l'Occident. Maintenant, on est fiers de ce qu'on fait nous. Donc on a vu aussi Samsung, bien sûr, Hyundai, LG en Corée. On a vu le Japon qui, avant tout le monde, dans les années 70-80, faisait de l'électronique moins chère, des voitures moins chères. Et désormais, c'est très classe d'avoir une Lexus, c'est très classe d'avoir du Sony, etc. On voit que les tigres, donc certains pays qui étaient avec la Corée, puis ensuite l'Asie du Sud-Est, commencent à vouloir sortir leur propre marque. Il y a VinFast, qui est une marque de voitures vietnamienne qui a son propre nom. Tu disais que Taïwan, la réussite, c'était de faire pour les autres en étant plus ou moins discret. Est-ce que Taïwan, là, j'ai l'impression que Taïwan veut aussi avoir ses propres marques, son propre identité aussi. Ouais, en fait. Est-ce que c'est contre-productif? C'est bien que tu abordes ça parce que les Taïwanais, en fait, ont envie de lancer leur propre marque. Parce que forcément, quand tu bosses avec Apple ou d'autres marques comme ça, tu les vois faire beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'il y a du marketing derrière. Ils se disent, bon, il y a quand même un gros gâteau là, on aimerait bien piquer dedans. Ils sont moins forts en marketing. Mais ils sont moins forts, c'est un peu le problème. Donc il y a un conflit d'intérêts. C'est que si tu travailles pour les autres et que tu leur dis, non, mais je ne vais pas faire de produits concurrents, tu ne peux pas. Ah oui. Ça ne tient pas la route comme discours. Ça a été le cas de Asus et de Acer. Parce que Acer et Asus, ce sont donc deux marques très célèbres taïwanaises qui ont choisi de se lancer dans le marketing. Donc là, si vous regardez bien, dans les noms, il y a Pegatron et Vistron. Asus voulait faire justement un côté on lance notre marque. D'accord. Et donc, ils ont fait Pegatron, qui est donc la marque blanche de Asus à la place. D'accord. Pour pouvoir en fait s'occuper de tout ce qui est servir les autres marques pour faire des équipements. Et donc, comme ils ont vu qu'il y avait un conflit d'intérêts, ils ont donc séparé les deux entités. Mais physiquement, quand on va visiter le quartier général de Asus à Taipei, les immeubles de Pegatron et de Asus sont juste à côté. D'accord. C'est la même, plus ou moins, maison mère de loin, mais c'est pas la même chose. Les deux, mais... Et officiellement, Pegatron ne communique pas avec Asus. Ouais. C'est le cas de Acer. Acer, quand on va à l'immeuble de Acer, donc quand on va aller visiter, on voit sur l'ascenseur, Vistron. Et eux, ils sont avec Acer. Et même chose, c'était parce qu'ils voulaient se séparer du côté OEM, ODM, donc qui est vraiment service aux autres marques. Et physiquement, les deux entités sont à la même place. Mais ils sont censés être indépendants et ne pas communiquer. Donc ils ont dû créer leur propre marque blanche dédiée à eux pour ne pas se mettre mal avec leurs clients. Ouais. D'accord. Et donc, enfin, il y a un effort, et c'est vraiment une des choses qu'ils veulent vraiment améliorer, c'est de créer des marques qui puissent tenir. C'est vrai que là, comme marque globale, taïwanaise, c'est Asus, et puis on connaît TSMC, mais c'est par la force des news, mais ils ne vendent pas au grand public. C'est juste MSI, Acer, Gigabyte, et tout. Mais on voit qu'ils essayent de trouver des identités, chacun, hyper gamer ou hyper tech. Bon, ça reste comme ça.